Nous avons souvent l'impression de prendre nos décisions librement, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. La plupart des gens choisissent ce qu'ils pensent, disent ou font en regardant d'abord ce que font les autres. Nous avons naturellement tendance à suivre le groupe. Pendant longtemps, les familles, les traditions, l'école ou la religion donnaient des repères sur ce qui était considéré comme normal. Aujourd'hui, ces repères sont moins présents. On pourrait croire que ça nous rend plus libres. Pourtant, c'est souvent l'inverse qui se produit. Quand il n'y a plus de cadre, les gens deviennent plus faciles à influencer. Ils suivent alors les nouvelles modes, les réseaux sociaux, les idées qui dominent à ce moment-là. Nous ne passons pas d'une société où l'on suit des règles à une société où chacun pense complètement par lui-même. Nous passons simplement d'une influence à une autre. La question est donc la suivante. Quel type d'influence domine aujourd'hui ? Nous avons des articles qui présentent l'infidélité de manière positive. Des campagnes publicitaires avec des slogans comme « quitte-le », des articles qui remettent en question l'intérêt d'avoir un petit ami, ou encore une normalisation croissante du polyamour. Tous ces messages ont un point commun. Ils contribuent à dévaloriser les relations de couple stables, fidèles et durables dans le discours public. Quel type d'influence domine aujourd'hui ? Nous retrouvons, comme nous l'avons vu la dernière fois, des femmes qui donnent aux autres femmes des conseils qu'elles ne suivent pas elles-mêmes. Par exemple, elles encouragent les autres femmes à privilégier leur carrière plutôt que leur vie de famille. Elles leur conseillent de ne pas rester à la maison avec leurs enfants, de retarder le moment d'avoir un bébé, de se consacrer d'abord à leur carrière, alors qu'elles ne feraient pas forcément les mêmes choix pour elles-mêmes. Toutes ces formes de compétition entre femmes poursuivent au final le même objectif: faire baisser le taux de natalité. Le fait de donner des mauvais conseils amoureux aux autres femmes peut les conduire à vivre des relations de mauvaise qualité, voire à ne pas avoir de relations du tout. Et ça réduit fortement leurs chances d'avoir des enfants, ou du moins d'avoir une vie familiale stable. On sait que de nombreuses études montrent que, en moyenne, les enfants qui grandissent sans leur père obtiennent de moins bons résultats sur plusieurs indicateurs que ceux qui grandissent avec leurs deux parents. Encourager davantage des femmes à devenir mères célibataires n'est peut-être pas aussi efficace que les amener à ne pas avoir d'enfants du tout, mais ça contribue malgré tout à diminuer leur succès reproductif à long terme. Aujourd'hui, notre société est devenue un endroit où il est plus difficile de fonder une famille et d'avoir des enfants. Ça pose des problèmes à tout le monde, mais certaines personnes sont plus touchées que d'autres. Par exemple, imaginons une femme qui est déjà considérée comme très belle. L'apparence physique est un critère important tant pour les hommes comme pour les femmes. Si elle décide de se faire une coupe de cheveux très courte, qui ne mettrait pas la plupart des femmes en valeur, elle restera malgré tout attirante. En revanche, si d'autres femmes qui sont moins avantagées physiquement copient cette coiffure parce qu'elle est à la mode, ça pourrait davantage diminuer leur attractivité. Ça explique un peu la laideur de certaines femmes féministes. C'est un peu la même chose pour beaucoup d'autres tendances dans la société. Les personnes les plus avantagées peuvent se permettre certains choix sans en subir de lourdes conséquences. En revanche, les mêmes choix peuvent être beaucoup plus coûteux pour les personnes qui sont déjà plus vulnérables. C'est un peu comme le dit le proverbe. Quand le riche a un rhume, le pauvre meurt de pneumonie. L'exemple le plus parlant est celui du mariage. Depuis plusieurs décennies, le mariage est largement dévalorisé dans le discours public. Pourtant, les études montrent que les personnes les plus riches et les plus diplômées continuent, elles, à se marier. C'est un phénomène largement documenté. L'économiste Melissa Kearney a en fait même la thèse centrale de son livre « Le mariage est en déclin ». Et cette tendance contribue à creuser les inégalités sociales. Regardez le pourcentage d'enfants qui vivaient avec des parents mariés selon les niveaux d'études de leur mère. En 1980, la majorité des enfants vivaient avec leurs deux parents. C'était la norme. C'était donc aussi vrai pour les enfants de médecins que pour ceux de caissières.
Mais en 2020, la situation est devenue très différente pour les enfants dont la mère n'a qu'un baccalauréat ou un niveau d'études inférieur. C'est la catastrophe. On voit bien l'écart. Et oui, le recul du mariage est l'un des facteurs qui alimente les écarts entre les classes sociales. Les enfants élevés par des mères célibataires sont confrontés à de nombreuses difficultés. Et c'est également le cas des enfants vivant dans des familles recomposées. Savez-vous quel est le facteur qui prédit le mieux le risque de maltraitance envers un enfant? Ce n'est ni l'alcoolisme, ni les traumatismes des parents. C'est le fait que l'enfant ne vive pas avec ses deux parents biologiques. On lui a même donné un joli nom dans la littérature scientifique. On l'appelle l'effet Cendrillon. Donc, je le répète, les personnes les plus favorisées continuent de se marier et elles divorcent également moins souvent. Ellie Finkel l'affirme lui aussi dans son livre The All or Nothing Marriage. Aujourd'hui, le mariage est devenu beaucoup plus stable et beaucoup plus fréquent chez les personnes les plus diplômées et les plus aisées. D'ailleurs, dans la vidéo que nous avons analysée la dernière fois, Alexandra Lamy dit ça. Moi, j'ai pas mal de gens autour de moi qui sont des couples depuis très longtemps. Elle connaît beaucoup de couples qui sont ensemble depuis très longtemps. Or, à quel milieu social appartient-elle? Plus on descend dans l'échelle sociale, plus la famille nucléaire a tendance à se fragiliser. Quand le riche a un rhume, le pauvre meurt de pneumonie. Les études montrent également le double discours et l'hypocrisie dans les classes sociales les plus favorisées. Lorsqu'on leur demande si le divorce est une solution raisonnable pour un mariage malheureux, ce sont les personnes ayant les revenus les plus élevés qui sont le plus souvent d'accord, plus que celles appartenant aux classes aux revenus plus modestes. Pourtant, je le répète, ce sont les personnes ayant les revenus les plus élevés qui se marient le plus et qui divorcent le moins. Faisons un petit exercice. Imaginez une échelle. En haut, il y a les personnes qui ont le plus de chances de trouver un partenaire et de fonder une famille. En bas, celles qui ont plus de difficultés. Plus la société devient hostile à la reproduction, plus la barre monte sur cette échelle. Résultat, de plus en plus de personnes n'arrivent plus à avoir des enfants. Certaines personnes n'ont pas cherché de partenaire au moment où ça leur aurait été plus facile. D'autres ont attendu trop longtemps avant de vouloir des enfants. D'autres encore ont fait deux choix de vie qui les ont éloignés de ce projet. Par exemple, en pensant qu'elles pourraient d'abord se consacrer entièrement à leur carrière et trouver ensuite facilement un partenaire plus tard. Notre société rend aujourd'hui la création d'une famille plus difficile. Dans ce contexte, seules les personnes qui avaient déjà le plus d'avantages au départ réussissent plus facilement à avoir des enfants. Ils en profitent aussi parce que beaucoup de leurs concurrentes n'y parviennent plus. La baisse actuelle de la natalité n'est pas un simple accident, ni un phénomène isolé. Nous vivons une période de suppression reproductive, c'est-à-dire un environnement social qui décourage de plus en plus la formation de couples et la naissance d'enfants. Une fois ce processus enclenché, le taux de natalité passe en dessous du seuil de remplacement et continue de diminuer. Et ce phénomène n'est pas nouveau dans l'histoire de l'humanité. Ce que nous vivons aujourd'hui avec la baisse de la natalité, la montée des idées féministes et la féminisation des institutions fait partie d'un schéma qui s'est répété de civilisation en civilisation. Soulikowski prend notamment l'exemple de la Rome antique, où les autorités auraient mis en place des politiques destinées à encourager le mariage et les naissances parce que la fécondité était déjà en forte baisse. Aujourd'hui, ce qui expliquerait le plus le recul de la natalité ne serait pas le fait que les familles aient moins d'enfants. Le changement majeur est ailleurs. Ce qui explique la plus grande partie de la baisse de la natalité, c'est l'augmentation massive du nombre de femmes qui n'ont aucun enfant. Une femme qui a un premier enfant en a souvent ensuite un deuxième, voire davantage. Le véritable changement, c'est la proportion des femmes qui n'ont pas d'enfants du tout. C'est ce groupe qui contribue le plus au recul de la natalité. Le taux de natalité a fortement baissé, principalement parce que les femmes choisissent d'être libérées, d'être indépendantes, de ne pas se marier, de ne pas devenir mère, faire carrière et ainsi de suite.
Au final, ça a conduit à ce qu'un nombre relativement restreint de femmes ait un nombre relativement faible d'enfants. Ces femmes pouvaient alors en quelque sorte choisir les hommes qu'elles voulaient. Le succès reproductif des hommes, et dans une certaine mesure celui des femmes également, mais surtout celui des hommes, s'est alors retrouvé concentré entre les mains d'une toute petite élite masculine. Tous les autres hommes ont en quelque sorte été exclus de la reproduction. Ce changement culturel, hostile à la famille, à la formation de relations stables, avec toute l'influence médiatique que nous avons vue avant, a davantage affecté les femmes que les hommes. Beaucoup d'hommes souhaitaient toujours former un couple, avoir une famille, mais de moins en moins de femmes le voulaient. Ça a déséquilibré le rapport entre les sexes. Les femmes ont acquis davantage de pouvoir, mais en même temps, les hommes de statut élevé ont eux aussi gagné davantage de pouvoir. Je te rejoins et je trouve ça assez dingue, en fait, de mettre les chiffres en perspective. D'un côté, il n'y a jamais eu autant d'hommes et de femmes seuls. Et d'un autre côté, il n'y a jamais eu autant de désirs de rencontre. Donc en fait, je me dis, qu'est-ce qui ne va pas dans l'équation ?